Alors, nous avons en Belgique deux brioches qui ont cours pendant toute l'année, aussi bien en Wallonie qu'à Bruxelles, hein. Ce sont les cramiques et ce sont les craquelins. C'était l'histoire d'un petit pâtissier dont l'amour se perd ainsi qu'un éclair. Je lui ai offert un Saint-Honoré, j'en suis tout baba car il s'en moqua. Bonjour mes amis de la fête de la gastronomie, bienvenue dans notre épisode 34. Et oui, après avoir attendu un peu pendant un an sans rien publier, voilà que avec mon ami Guy du podcast Par les cuisines, nous nous remettons au fourneau, si on peut dire. Et aujourd'hui, Guy va nous parler d'un menu de fin d'année qui pourrait se faire en Belgique, mais évidemment partout ailleurs. Et Guy a la gentillesse de nous donner et nous expliquer trois recettes qui sont les craquelins, les cramiques, les cougnoux. Et Guy va nous dire plein d'autres choses. Ah, je t'en prie, Je Guy. devrais même dire bonjour à tous Bonjour, nos auditeurs, évidemment, et bonjour Claude, bien entendu. bien Alors, sûr. vous venez de dire les cougnoux. En fait, comme c'est une terminaison en X, on devrait dire les cougnoux, évidemment, Ah, et pardon, pas les les cougnoux. cougnoux. D'accord, Ah oui, d'accord. les cougnoux, voilà. Je Alors, rectifie l'orthographe. Je t'en prie, Guy. voilà, alors en fait, bon, il s'agit donc au départ de préparations, surtout pour les cougnoux, qui sont vraiment des préparations typiques de cette période de fin d'année en Belgique et dans le nord de la France apparemment, hein. Vous pourrez aller voir ça sur Internet pour avoir plein de détails sur l'histoire, sur l'origine de ces fameux cougnoux. Mais alors, pour pouvoir vous donner la recette, bon, moi, je vais vous donner des recettes en tant que professionnel de la pâtisserie. Vous verrez évidemment des dizaines de recettes sur Internet, hein, que vous pouvez éventuellement adapter, mais je vais vous donner un petit peu les clés de la réussite de tout ça. Alors, nous avons en Belgique deux brioches qui ont cours pendant toute l'année, aussi bien en Wallonie qu'à Bruxelles, hein. Ce sont les cramiques et ce sont les craquelins. Alors, je vais vous donner les recettes et vous dire un petit peu ce qui distingue ces brioches en Belgique de la brioche française traditionnelle. Oui. Je dirais que la brioche française traditionnelle, elle se suffit à elle-même. Elle est généralement assez riche, riche en jaune d'œuf, riche en beurre, je dirais parfois même relativement riche en sucre. Et Hum. quand les enfants reviennent, par exemple, de l'école, on peut leur couper une tranche de brioche et puis ils mangent ça seuls avec une tasse de chocolat chaud, voire éventuellement avec du café au lait sucré, des choses comme ça. Tandis que dans le cas des cramiques et des craquelins, on serait plutôt à mi-chemin entre la brioche française et ce qu'on appellerait du pain. Pourquoi? Parce que le cramique et le craquelin se mangent rarement seuls. Ils peuvent se manger seuls. Mais en règle générale, au minimum, on doit les beurrer. Enfin, on les beurre. Dans le cas du cramique, c'est avec un beurre demi-sel qui est la tradition. Dans le cas du craquelin, c'est du beurre doux. Et en plus de mettre du beurre, on peut encore, bien entendu, les consommer avec du chocolat chaud, ça c'est une chose, mais on les garnit encore très souvent de confiture, par exemple, hein. Oui. Donc, comme ce sont des brioches qui sont regarnies après avoir été tranchées lorsqu'on les consomme, elles sont un tout petit peu moins riches et un peu moins sucrées que la brioche française. Voilà un petit peu l'explication, je dirais, des différences au niveau de la texture et au niveau de la composition. Oui. Alors, je vais vous donner, bien entendu, la recette de la pâte de base avec des possibilités de variantes. Pourquoi? Parce que selon que vous déciderez de la faire plus ou moins riche, vous aurez un résultat différent, mais je vais surtout vous donner des clés qui vous permettent de la réussir, cette brioche, de manière optimale. Alors, Très on va bien. partir d'une proportion de base avec 1 kilo de farine. Alors, quelle farine? Ben, c'est de la T55. Je dirais, un symbole qu'en France, tout le monde connaît. Chez Absolument. nous, en Belgique, on ne va pas parler de T55. On prend de la farine, je dirais de la farine, disons, adaptée à la pâtisserie, tout simplement. Ah Alors, oui, date oui. Mathieriras. Vous, Oui, vous ne, pardon? bah oui, oui, Guy, en Belgique, vous n'avez pas de numérotation de farine. Mais Si, alors, si, mais quand... on a d'autres nomenclatures, mais je Ah dirais d'accord, que c'est une autre c'est une nomenclature. nomenclature qui est adaptée aux professionnels en réalité. D'accord. Quand on va dans un magasin faire ses courses,
on voit la farine qui est étiquetée, farine pour le pain, farine Ah oui, fluide, farine ceci, farine cela, mais la ménagère ne sait pas que c'est de la T55 ou de la T45 ou de la d'accord, 65. C'est le professionnel qui le sait, lui. Mais par d'accord, contre, la d'accord. ménagère ne le sait pas, en fait. Très bien. Mais Donc, donc, c'est la farine, farine de référence, c'est la T55. Comme d'accord, ça, vous avez une idée. parfait. Alors, de la matière grasse, 200 grammes de beurre, mais on peut monter jusqu'à 400. Hein, donc ça, c'est un petit peu, je dirais, selon ce qu'on désire. Hmm. Si on met 400 grammes, on va plutôt se rapprocher de la brioche française. En règle générale, on considère que c'est 200 grammes. Alors, je dis du beurre. Maintenant, ça peut être de la margarine, évidemment. On dit rien n'est meilleur que le beurre. Mais Oui, ça peut quand aussi même. être parce que les professionnels l'utilisent une matière grasse spéciale, je dirais, pour les pâtes levées. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de miracle. Si on réalise une pâte briochée avec du beurre, on a un résultat qui est très bon. Mais si on utilise une margarine spéciale pour pâte levée, on a encore un autre résultat. Pourquoi? Parce qu'évidemment, dans les margarines, je dirais, professionnelles, qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, on y trouve des huiles de qualité différentes et on y trouve surtout la fameuse huile de palme. Alors, Ouais. l'huile de palme, elle est très décriée. D'abord pour une question d'environnement, hein, parce qu'on a abattu des forêts primaires dans les pays du sud-est asiatique, on a chassé les orang-outans, on a planté des palmiers pour récolter donc ces fameuses graines qui donnent ensuite l'huile de palme. C'est une huile qui est très raffinée et c'est une huile qui est, d'après ce que j'en sais, relativement mauvaise pour la santé parce qu'elle a de grosses incidences sur le système cardiovasculaire. C'est une huile qui est saturée, c'est une huile qui n'est pas très, je dirais, pas très adéquate pour l'alimentation humaine. Mais par contre, pour la gastronomie, il faut connaître qu'elle a des atouts considérables. C'est une matière grasse qui a le gros avantage, c'est de garder le moelleux aux produits dans lesquels on la met. Ah, Alors, les gaufres de Liège, bon, qui sont extrêmement souples, je dirais un petit peu élastiques à la limite. Ben, si on met du beurre, on a un résultat. Si on met de la matière grasse particulière qui contient de l'huile de palme, on a un autre résultat. Et alors, le craquelin, une des brioches dont nous allons parler aujourd'hui, il a un petit peu cette consistance qui est à la fois molle et un rien élastique. Hein. Je dis un rien élastique, d'accord. c'est évidemment grâce à de l'huile de palme que ça peut arriver. Ah, Alors, on n'est pas obligé non plus de ne mettre que de la matière grasse, je dirais, pour professionnels. D'abord, il faut la trouver, ce n'est pas évident. Hein. Quand on habite, je dirais, en race campagne, on trouve du beurre, on trouve de la margarine, mais on ne trouve pas forcément de matière grasse pour professionnels. oui. Évidemment, on a 200 grammes dans la proportion de base. On peut très bien dire, si on a la chance de pouvoir se procurer cette matière grasse-là, on en met 100 grammes et on met 100 grammes de vrai beurre qui va quand même participer au goût de manière différente. Il faut reconnaître que Oui, le beurre a un goût quand même tout à fait oui, particulier. oui. Alors, il faut des œufs. Hein. Alors, Mhm. des œufs, ben, la recette de base, c'est 3 œufs plus un œuf pour la dorure. Maintenant, on peut monter jusqu'à 6 œufs. Alors, je tiens quand même à préciser au niveau des œufs que dans toutes les brioches, c'est une grande discussion que j'ai eue avec un meilleur ouvrier de France un jour. Euh, les brioches, traditionnellement, chez nous, la ménagère, elle met des blancs avec l'œuf, avec le jaune, donc elle met l'œuf entier. Or, professionnellement, nous ne mettons, nous, jamais les blancs. Pourquoi? Parce que le blanc a tendance à assécher la pâte lorsqu'elle est cuite. Hein. Je ne vais Oui, pas vous faire un petit dessin. On a tous oui, mangé des blancs d'œufs. oui, Tant le jaune va rester moelleux, même dans un œuf dur. Dans un œuf dur, le blanc est sec, le blanc est dur. Hein. oui. Donc, il faut s'imaginer, lorsque vous avez le blanc d'œuf qui se trouve dans la pâte, il va avoir le même effet. Il va globalement rendre la pâte un peu plus sèche. Alors, ce qu'on peut toujours faire, c'est par exemple, éventuellement, hein, mettre 3 œufs entiers et 3 jaunes d'œufs, ou bien ne mettre que les 6 jaunes d'œufs, ou ne mettre que 3 jaunes d'œufs, mais il faut au moins qu'il y ait 3 jaunes d'œufs. Ça, c'est le Hmm, minimum. Ça hmm. va? Oui, Donc, ça, c'est pour la compréhension. oui. Alors après, vous avez un mouillement. Traditionnellement, quand on fait une brioche ou quand on fait une pâte à pain, on va toujours mouiller, on va toujours réhydrater plutôt la farine avec l'équivalent de 60% de son poids ou de sa quantité en eau. Alors, on peut mettre soit du lait, soit de l'eau. Alors, la ménagère, elle réalise toujours ses brioches avec du lait. De nouveau, le lait a une influence, je dirais, il va donner également quelque chose de plus lourd. Oui, Professionnellement, j'ai toujours réalisé les brioches avec de l'eau. Hein. oui. Maintenant, on peut très bien mettre du lait. Et alors, qu'est-ce qui va se passer si on met à la fois des blancs d'œufs et si on met à la fois du lait? Eh bien, ce sera la quantité de levure qui va différer. Hmm. Alors, si on met de l'eau et si on met uniquement des jaunes d'œufs, on met une brique de levure. Je ne sais pas en France comment la levure fraîche de boulanger se conditionne au niveau des grandes surfaces. Chez nous, ce sont des petites briques qui font 42 grammes. Oui, mais c'est pas la même chose.
Non, c'est pas la même chose. Alors, il y a aussi des briques de 500 grammes ou d'un kilo, hein, Oui, on oui, a non, ça non, mais aussi. c'est des petites briques, Mais comme tu dis, Guy, c'est des petites briques de 40 grammes, sans doute, hein. c'est ça, c'est 40 ou 42 grammes, voilà. Oui, oui, c'est Alors ça. ça, c'est la quantité nécessaire pour un kilo de farine. Oui, Alors, quand on utilise à la fois les blancs d'œufs et quand on met du lait, à ce moment-là, je conseille, c'est de monter jusqu'à 50 grammes. À ce moment-là, on met un petit peu plus parce que la levure doit travailler un peu plus pour donner un résultat, je oui, dirais, qui soit meilleur. Donc, on doit augmenter un petit peu la quantité de levure. Donc, si on d'accord. utilise du lait comme mouillement et si on utilise, je dirais, des blancs d'œufs dans la recette, donc les œufs entiers. Oui, d'accord. Alors, on met du sel. Alors, le sel, bon, il faudrait au minimum mettre 17 grammes de sel fin, du sel blanc traditionnel par kilo de farine, mais on peut monter jusqu'à 25 grammes sans problème, 20 grammes étant, je dirais, une bonne moyenne. 17 grammes, c'est la quantité de sel qu'on peut mettre dans le pain actuellement d'un point de vue légal, dans tout ce qui est pain de ménage. Par contre, pour ce genre de produit, on peut monter un petit peu plus haut parce que le goût va être, bien entendu, va être meilleur. Mhm, mhm. Alors, on met 30 grammes de sucre également dans la pâte à la base. Alors, ces 30 grammes de sucre-là, ils ne sont pas destinés à sucrer le produit lui-même en réalité. Ils sont destinés à favoriser le travail des levures parce que les levures se nourrissent du sucre qui se trouve dans les aliments. Alors, elles peuvent évidemment transformer une partie de l'amidon en sucre, mais elles vont mettre un peu plus de temps à y arriver. Donc, quand on leur met, disons, déjà à disposition au début de la recette une trentaine de grammes de sucre, le travail des levures commence immédiatement. Oui, Alors, on peut monter à 200 grammes. Je ne le conseille pas. Pourquoi? Non pas pour que les levures à ce moment-là travaillent facilement, mais pour sucrer le produit. Or, vous allez voir, dans les recettes, on va mettre du sucre perlé et des raisins. Ce qui veut dire qu'il n'est pas nécessaire, je dirais, de sucrer la pâte de manière intrinsèque. Donc, les oui. 30 grammes peuvent très très bien suffire. On n'est pas obligé d'en ajouter. Quand Alors, tu les dis, raisins, voilà, pardon, j'allais te oui. poser la question sur les raisins. Alors, les raisins, ce sont des raisins secs. Voilà. Alors, ce sont des raisins secs de type raisin brun, donc déshydratés. Oui, On peut en mettre, je dirais, généralement, on en met 200 grammes par kilo de farine, mais on peut monter jusqu'à 300 sans aucun problème. oui, Alors, quel type de raisins? Ce sont des raisins de Smyrne, non pas oui, des raisins de Corinthe qui sont des raisins blancs. Je n'ai pas dit que les raisins blancs, évidemment, seraient mauvais, hein, mais oui. traditionnellement, ce sont des raisins de couleur foncée, et ce ne sont pas non plus des raisins de Malaga, qui sont également de couleur foncée, mais qui sont de très gros raisins. Mhm, Donc, ce sont des raisins de Smyrne, c'est vraiment le raisin noir ou le raisin brun sec traditionnel, hein, mhm. qu'on trouve dans toutes les grandes surfaces. Et lorsqu'on fait du craquelin, on utilise du sucre perlé. Alors, je ne sais pas si le sucre perlé est un produit qu'on trouve très facilement en France. Chez nous, on le trouve dans quasiment toutes les grandes surfaces. Alors, C'est donc du sucre perlé numéro 3. je ne sais pas Alors, ce que c'est que le sucre perlé. ben, c'est ça que je disais, le sucre Oui, perlé, on n'en trouve pas facilement en France. oui, Si sur Internet, vous allez voir, hein. oui. En fait, c'est le sucre qu'on met dans les gaufres de Liège et qui donne, je dirais, des petits morceaux de sucre caramélisé à la cuisson. Ah Alors, oui, il y a du sucre perlé P1, P2, P3, P4, je crois que ça remonte même jusqu'à P5, selon la taille de la perle. Ce sont comme tous des petits grelons de sucre, en fait, d'accord. Bon, hein. Et selon la taille du grelon, je vais dire, le chiffre augmente, en fait. d'accord. Alors ça, c'est quasiment indispensable, c'est quasiment incontournable quand on veut faire le craquelin, on n'a pas le choix. Il faut trouver du sucre perlé, mais je crois que ça se trouve maintenant assez facilement sur Internet sans, Oui, sans oui, trop de problème. d'accord. Alors on peut également mettre, c'est une nouveauté dans les cougnoux, on peut également mettre, voire même dans les cramiques, pas dans les craquelins, on peut également mettre des pépites de chocolat. Ah Alors bon, oui, ben ça, les pépites de chocolat, ça s'achète, je dirais aussi, bon, éventuellement chez son pâtissier ou bien dans un magasin qui fournit les pâtissiers ou secteurs, je dirais, de la restauration. Ce sont des toutes petites gouttes, des petits drops comme ça de chocolat oui, noir. ça en trouve Euh, facilement. Ça se trouve beaucoup plus facilement. Oui, Mais il faut reconnaître que ce n'est pas traditionnel. Ça se voit maintenant, mais ça ne fait pas partie des recettes, je dirais, d'origine, de oui, mettre des pépites de chocolat. oui. Alors, je vais vous donner la première recette, hein. Donc, la recette de la base, elle est toujours la même. Donc, au départ, qu'est-ce qu'on fait? On prépare tous ces produits. Les produits doivent être à température ambiante, hein. On Oui, évite de mettre ses œufs au frigo, on évite d'aller chercher la farine dans une réserve ou dans la cave. La matière grasse doit être également à température ambiante. Le liquide de mouillement doit être légèrement tiédi, hein, c'est-à-dire aux environs d'une trentaine de degrés. Imaginons que votre pièce de fabrication soit aux environs de 20 degrés. Vous pouvez monter jusqu'à 35, 36, 37 degrés, pas davantage.
On dit toujours que la température de l'eau de coulage, c'est-à-dire l'eau qu'on va ajouter pour hydrater la farine, peut être supérieure de 17 degrés à la température de la farine elle-même. Ça, c'est la norme technique. Maintenant, si vous travaillez dans une pièce où il fait 25 degrés, vous n'allez pas mettre de l'eau à 42 degrés, ça va être un peu trop chaud. Vous Oui. risquez de nuire à la levure. Donc, moi, je dis toujours une eau vers 35, 36, 37 degrés. Allez, en gros, température du corps humain, c'est une très belle température. Oui. Donc, on prépare tous ces produits. Ça, c'est une chose. Si je vous donne la recette ici pour faire le travail à la main. On peut évidemment travailler avec un robot, un crochet, un batteur, tout ce que vous voulez. Moi, je vous donne ici la technique pour le faire à la main, Oui. ce qui est la technique habituelle, hein. Oui. Donc, on va d'abord tamiser sa farine, on va faire un bassin fontaine sur son plan de travail. On va pendant ce temps-là ramollir la matière grasse. La matière grasse doit être non pas en pommade, mais elle doit être malaxable. Elle doit être malaxée, elle doit être triturée à la main. Oui. La température de la main va favoriser, je dirais, sa viscosité. Et on doit avoir sa matière grasse qui est prête à côté de soi. Pas encore sur le plan de travail, mais dans un récipient vraiment à disposition. Ensuite, on va casser les œufs, hein. Alors, les œufs, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, soit on met 3 œufs entiers, soit on met 3 jaunes, soit on met 6 jaunes, soit on met un œuf entier et 4 ou 5 jaunes. On met tout ça au milieu donc, du bassin fontaine, là où on a fait un creux au milieu de la farine. On va préparer l'eau tiède. On va ajouter l'eau sur les œufs. On va ajouter directement le sucre dans l'eau ou dans le lait tiède, de manière à faire fondre le sucre, pour qu'il soit bien dissous et que la levure puisse travailler directement. Et on va mettre également le sel dans le liquide. D'accord. Hein, donc le sel, on ne le met pas, comme on voit dans de très nombreuses recettes en bord de plan de travail, en disant attention, si le sel va en contact avec la levure, il va tuer la levure, etc. Non. On met le sel carrément dans l'eau et le sel va se dissoudre dans l'eau. Et puis, on met la levure dans l'eau. Il n'y a aucun danger à ce que le sel soit en contact avec la levure tant que le contact n'est pas direct. Si le sel est dissous dans l'eau, il n'y a vraiment aucun danger pour la levure. Il n'y a de danger pour la levure que quand le sel, sous forme sèche, entre en contact direct avec les morceaux de levure. Ça, c'est préjudiciable, ça tue la levure. C'est important de bien préciser ça. Oui, c'est important de le dire parce qu'on entend dire n'importe quoi, surtout par des gens qui pensent qu'ils connaissent quelque chose. Quand vous prenez du sel, et je ne conseille pas de le faire, hein, mais quand vous prenez du sel, qui est une molécule qui est avide d'eau, et que vous mettez ça sur une limace dans le jardin, qu'est-ce qui se passe? Oui. La limace, elle en meurt. Hein, parce qu'elle n'a pas. Elle en meurt dans d'horribles souffrances. Bon, elle n'a pas une peau qui est prévue comme notre peau à nous, pour, je dirais, résister à l'action du sel. Donc, le sel attire l'eau de la limace et la tue. Bon, la levure est un organisme qui fait partie, donc, je dirais, du règne végétal, et constitué de toutes petites cellules qui contiennent un liquide. Lorsque vous mettez le sel sur de la levure, l'action du sel, c'est de briser je dirais, la pellicule qui enveloppe chaque cellule de levure et de pomper son eau. Donc, forcément, quand vous brisez l'enveloppe de chaque cellule de levure et que vous pompez l'eau, vous tuez la levure. Donc, c'est de là que vient justement l'idée et le fait que le sel mis sur de la levure la tue. Et ça, c'est entièrement exact. Mais ça n'arrive que quand le sel est mis en contact direct. Si la levure est déjà dissoute dans l'eau et que le sel est dissous dans l'eau, il n'y a aucun problème parce que le sel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'hydrater, si je peux employer l'expression. Il va en tout cas, je dirais, ces deux molécules vont se séparer, Na et Cl vont se séparer dans l'eau, le sel va s'ioniser, mais en aucun cas, il ne va pouvoir attaquer la levure puisque la levure est dissoute dans l'eau. Donc, du bout des doigts, vous allez comme ça, je dirais, mélanger à la fois votre eau, vos œufs, votre levure et votre sel au milieu de votre bassin fontaine. Et puis, vous allez ajouter progressivement un peu de farine pour avoir une pâte un peu mollette, comme ça. Alors, au moment où votre pâte a la même consistance que celle de la matière grasse que vous allez ajouter, vous incorporez la matière grasse en une fois au centre et vous l'incorporez à la pâte. Ça, c'est le secret de la bonne intégration de la matière grasse dans la pâte, c'est que les deux doivent être à la même consistance. Alors, en gros, on aura ajouté à ce moment-là l'équivalent d'un quart, 30%, un tiers de la farine dans l'eau, hein, dans le liquide, et cette partie de la pâte qui sera déjà réalisée aura la même consistance que la matière grasse, et là, vous allez avoir une intégration parfaite. Et puis, vous incorporez progressivement le restant de la farine. Une fois que toute la farine a été incorporée, vous allez avoir une pâte dont vous allez pouvoir régler la consistance. Hein. Elle doit encore être un tout petit peu collante à ce moment-là, sans aucun problème. Il faut maintenant la pétrir. Alors, je rappelle que pétrir, ce n'est pas simplement
faire une boule et puis triturer la pâte dans tous les sens. Ça n'a aucun sens d'un point de vue technique. Ce n'est pas pétrir une pâte, ça. Il y a une technique qui consiste à pétrir, que ce soit une pâte à pain, une pâte à brioche. Vous avez votre pâton qui est devant vous, qui en principe adhère au plan de travail. Avec vos deux mains, vous saisissez le premier tiers qui se trouve devant vous. Vous le coupez, vous le détachez carrément du restant du pâton et vous le replacez en l'étirant de l'autre côté, à l'opposé de l'endroit où vous vous trouvez, sur le pâton. Et vous étirez. Et vous faites comme ça ce mouvement-là pendant à peu près 20 minutes, de chaque fois reprélever un quart de la pâte, de l'étirer, de la remettre derrière, de l'étirer, de la remettre derrière, et ainsi de suite. Pardon, et à ce moment-là, oui. Une question, Guy. Quand tu dis étirer, c'est pousser le pâton avec la paume de la main? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Justement, ce n'est pas ça. Ah. Il faut donc, on va d'abord mettre ces deux mains à plat et on va faire se joindre les doigts, l'index, le majeur, l'auriculaire, en dessous de la pâte, à peu près à un tiers de la taille de la pâte vers soi. Et puis avec le pouce, on va couper la pâte, avec le pouce des deux mains évidemment, on va couper la pâte. On va donc avoir à peu près l'équivalent d'un tiers de la pâte qui sera séparé du reste. Et ce morceau-là, vous le remettez à l'arrière tout en étirant avec vos deux mains latéralement le long du pâton. Absolument, c'est ce que je fais. Et puis vous revenez vers vous et vous recoupez de nouveau un tiers de la pâte. Et vous faites ce mouvement-là pendant à peu près une vingtaine de minutes. Là, réellement, on a un mouvement de pétrissage. Oui, c'est ce que je fais lorsque je pétris la pâte à pogne de roman. Ah ben voilà, peut-être, c'est possible. Oui, oui, absolument. Voilà. Donc ça, c'est... Alors, tous les autres mouvements, comme on voit très souvent, qui consistent à avoir une espèce de boule qu'on va triturer avec la paume de la main. Ça ne représente rien du tout. Alors, pour que vous imaginiez un petit peu ce qui se passe, vous prenez un ballon de baudruche et vous le gonflez, OK? Et puis vous le fermez, vous faites un nœud. Et vous imaginez dans ce ballon de baudruche toutes des lignes qui vont se couper, qui vont se croiser à 1 centimètre d'intervalle, et vous imaginez à chacune de ces intersections un petit point. Lorsque vous allez triturer votre ballon de baudruche dans tous les sens, et qui reprend après sa forme originale, les points n'ont pas bougé les uns par rapport aux autres. Ils n'ont fait qu'être déformés à un moment donné. Or, quand on pétrit une pâte, ce qu'on doit faire, c'est mettre en contact intime toutes les parties de la pâte les unes avec les autres. Si vous ne faites que le triturer comme ça, mollement, vous ne déplacez rien du tout. Tandis que si vous pétrissez en enlevant chaque fois un tiers, en le remettant derrière, en l'étirant et en revenant, reprenant un tiers, etc., si vous faites ça sans cesse pendant une vingtaine de minutes, là, vous allez vraiment mettre en contact intime toutes les parties de la pâte, les unes avec les autres. Alors, c'est la raison pour laquelle le sel, on le met au départ. Pourquoi? Parce que quand on met le sel, comme on voit dans certaines recettes, au bord de son bassin fontaine, on met ces 15-20 grammes de sel là-bas au bord. Est-ce que vous pensez qu'en plus, si on ne mélange pas bien, qu'on ne pétrit pas bien la pâte, que le sel est bien dispersé dans la pâte? En aucun cas. Bien sûr. En aucun cas. Et il forme comme ça des voiles dans la pâte. Et vous avez à ce moment-là, à un moment donné, une bouchée de pâte qui est plus salée, qui est parfois même un peu trop salée, pour à côté une autre qui ne l'est pas du tout. Donc, c'est la raison pour laquelle, en mettant le sel dans l'eau, il va se dissoudre dans l'entièreté de l'eau et l'entièreté de l'eau va réhydrater toute la farine de la pâte. Donc, voilà, ça, ce sont les raisons techniques. Donc, quand on arrive à la fin de ces 20 minutes de pétrissage manuel, on a donc un pâton et on aura réglé la consistance de ce pâton en rajoutant soit un petit peu de liquide, si la farine était de qualité, qu'elle a absorbé énormément de liquide, que c'est bien hydraté, soit un peu de farine, si éventuellement la pâte est encore un peu trop collante. Et normalement, à ce stade-là, la pâte ne doit plus quasiment adhérer au plan de travail et ne doit plus non plus quasiment adhérer à vos mains. C'est ça. Et là, nous avons une pâte qui est correctement faite, c'est la pâte de base, qui vous servira aussi bien à faire, je dirais, les cramiques, que le craquelin, que les cougnous. Voilà. Donc, ça, c'est la pâte de base. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec cette pâte-là? Donc, la quantité de farine qui est prévue là, 1 kilo, vous permet de faire l'équivalent de, en principe, 2 cramiques, 2 craquelins, voire 3 craquelins, ou 2 plus gros et 1 plus petit. Je vous donne d'abord la manière dont on va faire, je dirais, les uns et les autres. Bon, le cramique, évidemment, je vous avais expliqué qu'il y avait des raisins dedans. Donc, les raisins, qu'est-ce qu'on fait? On les met à la fin. On les met non pas, je dirais, quand on a terminé de pétrir la pâte,
on les met 4-5 minutes avant d'avoir fini de pétrir la pâte. Pourquoi? Oui, C'est pour qu'ils s'intègrent et qu'ils se dispersent évidemment partout dans la oui, masse de la pâte. oui. On ne les met pas plus tôt. Pourquoi? Parce que si on les pétrit pendant 20 minutes, on risque de les abîmer et ils risquent de, comment dirais-je, moi, pas de se dissoudre, hein, mais ils Oui, risquent mais de se briser oui, et de de se se déliter un diffuser peu. dans toute la pâte. Oui, Or, on oui, doit les laisser quand même relativement entiers. oui, oui. Alors, les raisins, il y a deux possibilités. Soit ce sont des raisins qui sont, je dirais, déjà moelleux au départ, qui ne sont pas trop secs, on ne doit pas les réhydrater. Si Hmm. maintenant ce sont des raisins qui sont un peu trop secs, on les réhydrate pendant 15-20 minutes avec un petit peu d'eau tiède ou d'eau Hmm. chaude, de Ouais, manière à les réhydrater. Mais en tout cas, on ouais. ne doit pas les mettre trop tôt, sinon on va avoir, disons, des dégâts. On aura les raisins qui vont se casser dans la pâte. Ce sera ni beau ni bon, en fait. Ils Oui, doivent rester individualisés. oui, oui, oui. Votre pâte acramique est faite. Il faut maintenant la laisser reposer un petit peu. Alors, comment la laisse-t-on reposer? On la laisse reposer, en règle générale, à l'abri d'un essuie, parce qu'on va procéder à une étape qui s'appelle le dégazage et le Oui. repliage. Alors, pourquoi est-ce qu'on va pratiquer comme ça? Alors, on va pratiquer comme ça parce qu'au début du travail de la levure, elle travaille de manière un petit peu sauvage. Donc, elle a tendance à donner, que ce soit pour le pain ou que ce soit pour des brioches, des bulles qui sont de grandes dimensions et qui donneront par la suite une texture de mie qui va être déformée. Quand on voit des pains avec parfois une espèce de grosse bulle au milieu du pain carré, hein, je ne parle pas pour les baguettes, c'est encore autre chose. Je parle ici pour le pain, disons le pain traditionnel de ménage qu'on va cuire sous forme de miche, hein. Oui. Quand on a des grosses bulles qui déforment la pâte, c'est que la pâte n'a pas été bien dégazée et qu'on a travaillé, qu'on a mis en cuisson trop tôt par rapport au travail de la levure. Or, quand la levure, je dirais, se multiplie, parce que bon, dans un premier temps, elle se multiplie toutes les 20 minutes, au départ, elle travaille très fort et très, très sauvagement. Et puis après, elle va travailler un petit peu plus lentement. Elle va donner à ce moment-là un dégazage qui va donner des toutes petites bulles, qui va donc donner une mie qui sera beaucoup plus serrée, mais globalement beaucoup plus aérée et beaucoup plus spongieuse. Donc, c'est Oui. la raison pour laquelle on laisse d'abord travailler la pâte pendant, selon la température de l'endroit où vous la réalisez, 20 à 30 minutes à couvert pour éviter qu'elle ne se dessèche. Et puis après, on va la dégazer. Alors, comment fait-on pour la dégazer? On enlève tout simplement l'essuie qu'on avait posé dessus pour la protéger. Avec les deux mains bien à plat, hein, on aplatit convenablement la pâte, hein, de manière à ce que les grosses bulles qui se trouvent dedans s'en aillent. Et puis après, on va de nouveau rebouler la pâte de manière à lui permettre de lever de manière beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus Plus surveillée, harmonieuse. beaucoup plus encadrée, beaucoup plus harmonieuse. Oui. Alors à ce moment-là, on va replier la pâte. Alors, le fait de replier la pâte sur elle-même en 2 fois ou en 3 fois, ça a un avantage qui va donner un aspect beaucoup plus rebondi au produit. Oui. Si vous ne le faites pas, vos produits auront plutôt tendance à moins bien lever et à être moins arrondis, moins gonflés. Alors, est-ce que vous Oui. comprenez par quel mécanisme ça se produit? Pourquoi est-ce Explique. que le fait de replier la pâte, bon, Eh bien, parce qu'on emprisonne de l'air. ah non, 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 Non? non, Non. non. L'air, il est emprisonné grâce à un réseau en 3 dimensions, hein, qui se trouve un Mhm. filet en 3 dimensions qui s'appelle le gluten. Et c'est Oui. justement en fonction de ce gluten-là que je vais vous expliquer comment ça se passe. D'accord. Dans l'amidon, dans la farine, vous avez deux types de grandes molécules. Vous avez de l'amidon, qui est l'amidon qui lui est constitué je dirais, de molécules de glucose qui forment de très, très grandes chaînes ramifiées. Et puis, vous avez, d'autre part, du gluten, ce fameux gluten, hein, auquel certaines personnes sont maintenant allergiques, dit-on, qui Oui. est une protéine. Alors, la caractéristique d'une protéine, c'est d'être élastique. OK? Mhm. Mhm. Alors, vous imaginez maintenant, visuellement, vous prenez un élastique, hein, comme on met autour d'un emballage, Mhm. et vous le tendez. Vous avez assez facile de le tendre, on est d'accord. Mhm. Vous allez maintenant le replier sur lui-même 2 fois ou 3 fois, et vous allez toujours essayer de le tendre. Est-ce que c'est aussi facile de le tendre? Non? Non. Eh bien, comme le gluten est élastique, il va exactement travailler comme un élastique, mais dans votre pâte. Quand vous allez avoir envie de le tendre, il va avoir envie, lui, de se contracter. Donc, Oui. le fait d'avoir replié la pâte sur elle-même 2 ou 3 fois va donner au gluten plus de tenue, plus d'élasticité, plus de ténacité, et les produits que vous réaliserez par la suite vont être plus arrondis, plus Oui. rebondis et vont avoir un plus bel aspect. Donc, c'est D'accord. en fonction des propriétés du gluten qu'on fait ça.
Ah Et oui, c'est grâce à la propriété d'élasticité du gluten que le fait de replier la pâte sur elle-même donne des produits qui sont plus rebondis, donc des pains qui sont bien, bien ronds, qui sont bien, bien gonflés. Et comme c'est une brioche ici, c'est la même chose. Vous allez avoir quelque chose qui va être beaucoup plus présentable, beaucoup plus beau, alors que la quantité de marchandises utilisée est exactement la et la même. même, oui, Ça va? oui, tout à fait. Oui, Voilà. parfait, Donc, parfait. une fois que vous avez replié votre pâte, vous la coupez en deux, comme ça vous avez vos deux cramiques, par exemple, Mhm. et vous les boulez et vous les laissez de nouveau monter un petit peu. Alors, dans quoi cuit-on les cramiques? Alors, le cramique, c'est un pain brioché qui se cuit toujours dans un moule à pain, donc dans un moule rectangulaire, qu'on appelle un moule wagonnet ou un moule wagon, hein. Oui, Donc, c'est un d'accord. moule de section carrée à la découpe, hein, mais Ouais. qui est rectangulaire, je dirais, dans sa forme de base. Oui, Alors, oui, toujours, alors il existe des moules, bon, traditionnellement, c'est un moule en tôle noire. oui. Il existe maintenant, j'en ai acheté récemment, des moules en une espèce de matière. Je ne parle pas je parle d'un plastique vraiment particulier, un plastique noir. Oui, Euh, mais ce n'est pas donc les moules en plastique brun, hein, comme on trouve en plastique souple. C'est un moule en plastique noir qui est dur et qui oui. résiste jusqu'à 300 degrés. Bon, ben ça, Ah oui, oui, c'est ou tout des moules en nouveau. silicone. Oui, mais ce n'est pas un moule en silicone, hein, c'est vraiment un moule en plastique dur. D'accord, Maintenant, le moule traditionnel en tôle noire c'est parfait. Oui, oui, oui. convient parfaitement, voire même en tôle blanche, mais c'est moins adapté, ça cuit quand même beaucoup mieux dans un moule en tôle noire. Ouais. Alors, toujours beurré, on ne doit pas fariner, hein, on ne farine pas quand il s'agit d'une pâte à pain ou d'une pâte briochée, on va simplement beurrer au pinceau, et puis on place la pâte à l'intérieur. Alors, au départ, on est parti d'une boule. On doit bien sûr l'ovaliser légèrement. Bon, Oui, vous verrez hein, dans une des vidéos que je vais vous proposer, vous verrez comment on pratique, hein. On a tout simplement la boule de pâte qui se trouve sur le plan de travail, et puis avec les deux mains, on va le faire rouler un petit peu d'avant en arrière vers soi et à l'opposé de soi, de manière à l'ovaliser et puis à faire une espèce de boudin. Alors, on doit regarder, bien sûr, pour pouvoir le mettre dans le moule. Donc, on doit, comment dirais-je, on doit régler un petit peu la taille du boudin qu'on va réaliser en fonction de la longueur du moule qu'on va utiliser, bien entendu. mhm, oui, Alors, on met ce qu'on appelle la couture en dessous. Alors, la couture, qu'est-ce que c'est? C'est la partie qui n'est pas lisse, hein, c'est la partie qui est généralement en dessous du boudin ou en dessous de la boule, éventuellement quand on fait une boule. Il y a toujours ce qu'on appelle une couture, hein, mhm, c'est-à-dire une partie où vient se placer, je dirais, la pâte qu'on a étirée au moment où on a boulé ou bien au moment où on a façonné le boudin. On la met bien entendu en dessous parce que si on la mettait au-dessus, ben, ce serait moins présentable. Elle aurait oui. tendance à s'ouvrir, je dirais, lorsqu'on fait pousser le produit, lorsqu'on le cuit. Donc, on s'arrange pour la mettre en dessous. On la met dans le moule et puis on va laisser maintenant pousser définitivement la pâte. Elle doit être entièrement poussée au moment où on va enfourner, ça va de soi. C'est-à-dire, Alors, pendant de combien de temps nouveau, oui. pendant Ah, ben combien de temps tu... ça va dépendre. Alors, bon, c'est ça question piège, hein. Est-ce qu'on a une étuve ou pas? Ça, c'est la première chose, hein. Le professionnel, il a une étuve qui est, je dirais, à la bonne température et qui a un degré d'humidité, je dirais, adéquat. Donc, le professionnel, il a ce qu'il faut. Alors, ce qu'on fait généralement, on met son moule au-dessus d'un fourneau dans un endroit tiède. Alors, si on n'a pas d'endroit tiède, on a très souvent, comme chez soi, des radiateurs. Enfin, en principe, Oui, on a souvent des radiateurs chez soi. ouais, Alors, on ne met pas le moule en métal directement en contact sur le radiateur qui est lui-même en métal. oui, Sinon, on risque d'avoir un problème de dessèchement. Souvent, les radiateurs atteignent une température de 65, 60, 65, 70 degrés, hein. Donc, on évite. On met une grille hein, de manière un petit peu à isoler, je dirais, les deux métaux oui, d'un contact trop rapproché. ouais. Et puis, ce qu'on peut faire, c'est retourner au-dessus du moule dans lequel on a mis la pâte, retourner une autre caisse ou un autre récipient un peu plus grand qui va faire un peu cloche. Donc, Oui, l'air chaud va pouvoir monter dans la cloche et va pouvoir, je dirais, tiédir, je oui, dirais, d'accord. le pain ou la brioche ou le cramique. Ça, c'est le truc quand on n'a pas d'étuve, évidemment, Oui, chez soi. Alors, quand on a la chance d'avoir deux fours, hein, ça existe parfois, mais on peut régler un des fours sur 45 degrés, par exemple, hein, un petit ah peu oui, avant 50, et on fait monter les produits dedans, et puis on cuit dans l'autre. Ça, c'est aussi une d'accord, possibilité. d'accord. Dans ce Oui. dernier cas, Guy, où tu peux laisser pousser à 40-45 degrés dans un four, tu laisses pousser pendant combien de temps?
De nouveau, De nouveau. c'est au visuel que vous allez pouvoir vous en Alors, rendre compte. Le parle-moi produit du... doit au minimum doubler, voire tripler de volume dans son moule. Voilà, c'est ce que je Euh, voulais t'entendre voilà, dire. c'est un peu comme du pain, c'est un peu comme du pain. On va voir le produit qui va gonfler, prêt à déborder du moule. Et en réalité, un kramique, il a souvent la forme, quand on le coupe, il a un peu la forme d'un bouchon de champagne, hein, Oui, en exagérant, hein. oui, oui, C'est-à-dire oui. qu'il va y avoir la partie gonflée qui va dépasser le niveau du bord du moule, Oui, qui va former un arrondi, et vous allez avoir la partie inférieure qui va être de section, disons, carrée ou rectangulaire, et la partie supérieure qui est un tout petit peu arrondie. Ça forme un peu comme un champignon qu'on aurait coupé, je dirais, au couteau, hein, avec oui, le pied et avec, bon, sans être oui, aussi exagéré que ça, évidemment. oui, oui. Alors, ce n'est pas tout. Je- C'est-à-dire qu'avant d'enfourner, il faut bien sûr avoir préchauffé son four. Alors, on enfourne généralement dans un four, bon, de nouveau, hein, un four à 220 degrés qu'on va baisser après directement sur 180, hein, de manière D'accord. à ce que ça ne colore pas trop. Pourquoi? Parce Oui, que comme le produit contient du sucre, il aura comme tendance à colorer beaucoup plus facilement du pain. oui, On va également dorer le produit. Alors, on va le dorer comment? Bon, il y a plusieurs types de dorures, hein. Soit un œuf entier et une pincée de sel, soit un jaune d'œuf, un petit peu d'eau, une pincée de sel, soit un jaune d'œuf, un peu de lait concentré, donc de lait en bouteille comme on met dans le café. Euh, Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut toujours qu'il y ait à la fois du jaune d'œuf et qu'il y ait du sel. Alors, ne jamais utiliser du jaune d'œuf seul et du sel seul. On met toujours soit l'œuf entier, donc le blanc qui contient énormément d'eau, va, disons, étendre un petit peu le jaune d'œuf, soit du lait qui va également étendre oui. le jaune d'œuf, soit éventuellement de l'eau. Et alors, le sel, il a une action sur la coloration ultérieure. Donc, le Ah, sel va participer à donner une meilleure coloration au produit. ah, Alors, d'accord. on utilise un pinceau le plus souple possible. Oui, Alors, anciennement, on utilisait des pinceaux en poil de martre. Bon, je oui, plains les pauvres martres qui se faisaient dépouiller pour faire des pinceaux. Bon, oui. en règle générale, maintenant, on utilise des pinceaux en silicone. Moi, je ne suis pas un grand adepte des pinceaux en silicone, mais il y a des réglementations qui font que normalement, on est censé ne plus pouvoir utiliser des poils d'origine animale. Pourquoi? Parce qu'on considère que les poils d'origine animale étant creux, ce sont des nids à bactéries. Bon, Ah oui, je vais vous dire en toute honnêteté que bon, le professionnel est censé ne plus pouvoir les utiliser. Maintenant, le particulier, je dirais, bon, on n'ira pas oui, voir chez vous si vous les utilisez. La seule chose qu'il faut faire, c'est bien entendu de nettoyer très très soigneusement oui, son pinceau après et oui, surtout de bien le sécher. Parce que les oui, bactéries, elles arrivent quand? Quand elles ont à la fois de l'humidité, de la température et de l'alimentation. oui. Donc, l'alimentation, ben, c'est quand vous laissez des résidus dans votre pinceau, hein. La température, ben, c'est quand vous gardez le pinceau dans un endroit, je dirais, trop chaud, inapproprié. Et l'humidité, c'est quand vous ne le séchez pas suffisamment. Et alors, Oui. un petit truc, hein, on trouve maintenant dans des foires fouilles, dans des magasins un petit peu où on vend des objets pas chers. Eh ben, moi, je vais vous dire, les meilleurs pinceaux, pour moi, les plus adaptés, ce sont les pinceaux qui servent au maquillage féminin. Ce sont des pinceaux Ah, qui servent à mettre la poudre de riz ou les fards. Donc ah des pinceaux oui, relativement larges, mais qui sont d'une douceur extraordinaire oui, et qui n'abîment en aucun cas qui n'abîment en aucun cas votre brioche. C'est curieux, mais c'est comme ça. Donc moi, j'achète de temps en temps des pinceaux comme ça dans les magasins. Alors on se demande ce que je fais avec, mais en réalité, c'est pour moi utilisé pour faire de la pâtisserie parce oui, oui, ils oui. sont incroyablement souples en fait, hein. Très bon Mais on trouve truc. des pinceaux, oui, oui, mais on trouve des pinceaux extrêmement souples dans les magasins pour professionnels aussi, hein, ça Oui, existe, hein. oui, Alors souvent, ce sont des soies ou des crins de porc ou de sanglier qui ont été oui, assouplis chimiquement en fait. oui, Donc ils sont également très souples, mais pour aller contre les pinceaux qui servent au maquillage féminin, il y a pas mieux, quoi. oui. Ça n'existe pas, il vaut mieux acheter ceux-là. Alors Mhm. pourquoi est-ce qu'on utilise des pinceaux extrêmement souples? Parce que la peau qui se trouve au-dessus de la brioche, une fois qu'elle a levé, est extrêmement fragile. Et si on utilise des pinceaux comme certains, des pinceaux en poils d'origine végétale, un petit peu trop raides, en fait, on fait retomber la pâte. Oui. Et alors, ce que je n'aime pas beaucoup, ce sont les pinceaux en silicone. Bon, ils sont d'un point de vue sanitaire, en principe, très très bons, Hmm. mais ils manquent de souplesse. Ils sont relativement gros, hein. Les pseudo-poils qu'on a réalisés avec le silicone sont un petit peu épais. Et alors, ils ne prennent pas bien la dorure. Voilà. Comme Oui, ça, vous avez un petit peu toutes les idées. oui, Et puis, avec une paire de ciseaux,
on va donner des petits, dans les ceramiques, c'est habituel, on va donner des petites incisions comme ça, sous forme de 2 ou 3 rangs, qui forment des petites pointes par la suite. Oui. Ce sont des petites incisions qui vont encore permettre aux ceramiques de se développer, je dirais, au moment de l'enfournement. Pourquoi? Parce que le développement du produit n'est pas terminé. Quand on laisse pousser la brioche, je dirais, avant de la cuire, ce sont les levures qui participent au développement. Ce sont elles qui vont fabriquer du gaz carbonique comme produit de leur digestion du sucre. Et c'est ce qui va permettre de faire des bulles et faire gonfler la pâte. Par contre, lorsque vous enfournez, c'est un autre phénomène qui se passe à ce moment-là. Alors ça, c'est la théorie des gaz parfaits, hein, qui veut qu'un gaz se dilate à la chaleur. Oui. Donc, Ouais. vous allez passer d'une température d'une quarantaine de degrés, disons température de pouce, à une température de 220 degrés. Le gaz qui se trouve dans le pain, dans la brioche, n'a pas le même volume aux deux températures. Il va bien sûr augmenter de volume lorsque vous l'enfournez dans un four chaud. Oui. Donc, à ce moment-là, la levure, ben, vous allez les tuer, il n'y a pas de problème. Hein, la température en question, elles ne vont pas résister. Donc, les levures cessent de produire du gaz. Par contre, le gaz qu'elles ont produit va se dilater à la chaleur Oui. et le pain et la brioche vont encore monter un petit peu dans le four. Oui. Hein. Oui. Donc, voilà. Le fait de faire ces petits crans-là, comme ça, dans le dessus de la pâte, ce n'est pas une obligation, hein, mais c'est habituel de faire ces petites pointes comme ça avec une paire de ciseaux, vont encore participer, je dirais, à la facilité d'augmentation de volume dans le four. Oui. Et Alors, durée plus. de cuisson. Oui. Alors, durée de cuisson, on considère qu'il faut généralement 35-40 minutes, je Oui. dirais, pour cuire le produit. Alors, pourquoi est-ce que je fais baisser sa température? Parce que 220 degrés, c'est la température d'attaque de la cuisson, et puis 180, je dirais, c'est pour cuire le produit à fond jusqu'au cœur, mais sans risquer que la coloration ne soit trop importante. Alors, ne Oui. soyez pas étonnés, les ceramiques ont quand même comme couleur une couleur un peu de type acajou. Hein, c'est une Ouais. brioche, mais qui est une brioche foncée. Alors, elle ne doit pas être noire, soyons-en bien Oui. convaincus, mais la couleur est relativement foncée. D'accord. Alors, lorsque le produit est cuit, on l'enlève. Alors, il y a moyen de voir comment il est cuit. On le démoule et puis on doit tapoter sur la face, je dirais, interne, sur la base. Et le son doit être creux. Si le son est un son mat, en principe, c'est que le produit est cuit. Alors, Oui. refroidissement sur grille, de toute façon, jamais dans le moule. Oui. Refroidissement sur grille, Oui. il n'y a pas de problème. Et puis, bon, une fois que c'est refroidi, ben, on peut envisager de le consommer. C'est un article qui se réalise sans aucun problème la veille pour le lendemain et qu'on peut garder pendant 2-3 jours et le trancher au fur et à mesure. Ah, Donc, ça, oui. c'est le cramique. D'accord. Alors, le craquelin, c'est un tout petit peu, je dirais, pas dire plus difficile, mais un petit peu plus complexe au niveau de sa réalisation. Si vous allez sur Internet voir des photos de craquelin, vous allez vous rendre compte ben, qu'il y en a tout plein, il y en a beaucoup, mais il n'y en a aucune qui correspond au véritable craquelin. Je n'en ai pas vu en tout cas. Donc, je vais vous expliquer ici comment on doit faire professionnellement parlant. Oui. Alors, le craquelin, lui, il ne contient pas des raisins, il contient donc le fameux sucre perlé. Mais on ne va pas mettre le sucre perlé dans toute la pâte, on ne va le mettre que dans une partie de la pâte. Alors, imaginons que vous alliez, avec votre recette d'1 kilo, décider de faire 2 craquelins. Comment allez-vous procéder? Vous allez d'abord soustraire, vous allez d'abord enlever de la pâte avant d'y mettre le sucre perlé, une partie que vous allez garder nature. Alors, Mhm. quelle quantité? L'équivalent à peu près d'un cinquième ou d'un quart de la pâte. Moi, je dirais prenez un quart de la pâte, c'est mieux. Et ce quart de pâte-là, vous allez le dégazer, mais vous n'allez pas le replier sur lui-même. Vous allez le garder sans le replier sur lui-même. Ah. Pour quelle raison? Parce que vous allez devoir après le laminer, donc le passer au rouleau. Ah oui. Or, si vous le passez au rouleau et que vous avez replié la pâte sur elle-même, vous lui avez donné de l'élasticité. Et le fait de passer au rouleau va être contrarié par l'élasticité que vous allez donner, puisque la pâte va revenir sur elle-même, étant Hmm. donné qu'elle est beaucoup plus élastique. Donc, on doit d'abord enlever, après avoir dégazé, l'équivalent d'un quart à peu près, un cinquième à un quart de la pâte, et la garder, je dirais, séparément. Et, Mhm. autre point, il faut même, avant d'avoir dégazé, séparer la pâte. Pourquoi? Parce que vous allez incorporer les perles de sucre uniquement dans une partie de la pâte, c'est-à-dire la partie que vous allez replier sur elle-même. Donc, ça demande un petit peu de gymnastique au Oui. niveau de la réalisation pour Ouais. savoir à quelle étape et à quel moment on doit faire quelle chose. Hein. Donc, Mhm. il y a une partie qui va rester nature, il y a une partie qui va être, je dirais, enrichie des fameuses perles de sucre,
il y a une partie qui va être, les deux parties vont être dégazées, mais il n'y a que la partie où il y a le sucre qui va être repliée sur elle-même. Et d'autre part, comme vous avez utilisé le sucre pour mettre dans la pâte, donc le sucre perlé, vous n'allez pas mettre tout le sucre perlé, vous allez de nouveau en garder l'équivalent d'un quart que vous allez garder sur le côté. Vous allez comprendre pourquoi après. Mhm. Est-ce que je n'ai pas été trop compliqué en expliquant tout ça? Non, 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 c'est bien. Il faut bien suivre à la lettre. Il faut visualiser en fait, hein, il faut Oui, un en petit peu fait, il faut. visualiser Oui, la oui, tout chose. à fait. Oui, Il oui. faut un petit peu visualiser la chose. Alors, vous allez réaliser vos deux pâtons hein, et vous allez procéder comme pour tout à l'heure. Vous allez donc bouler les deux parties qui sont sucrées et vous allez également bouler la partie que vous avez soustraite sous forme de deux petites boules différentes. Mhm. Et vous allez mettre le tout à lever une première fois pendant une vingtaine de minutes. Hein. Je dirais c'est le laps de temps habituel, c'est une vingtaine de minutes. Mhm. Alors, vous allez ensuite prévoir un rouleau pour abaisser des petits pâtons. Et les Oui. petits pâtons, ils vont être utilisés pour envelopper les plus gros. Ah. Donc, vous devez les abaisser d'une taille, d'un diamètre suffisant que pour envelopper non seulement les deux pâtons, mais pour pouvoir replier cette enveloppe sur le dessous de la pâte. Il ne suffit Oui. pas de mettre un simple petit chapeau, il faut réellement emballer carrément, je dirais, la première, donc le pâton le plus important. Et pour faire adhérer les deux pâtes ensemble, vous utilisez un pinceau, de nouveau un pinceau souple, avec tout simplement un petit peu d'eau, et cette Oui. eau va vous permettre de faire adhérer les deux pâtes ensemble. Il est nécessaire d'utiliser, je dirais, un collant, ne pas utiliser de dorure, hein, ça ne sert à rien, mais par contre de l'eau, oui, qui va vous permettre donc de faire adhérer les deux pâtes ensemble. Oui. Alors, J'ai une question, Guy. oui, J'ai une question. Le pâton qui va recouvrir est le pâton qui n'a pas de sucre. qui n'a pas de sucre, exactement. Voilà, il fallait bien préciser Et ça. vous allez comprendre pourquoi. Vous allez Ouais. comprendre pourquoi après. Mhm. Alors, donc, vous avez donc emballé votre Oui. pâton qui est sucré avec un pâton qui a été laminé en forme ronde et qui a été étiré, et Oui. vous allez mettre directement, je dirais, le résultat de votre emballage sur la platine de cuisson. Alors, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise généralement une tôle, donc une tôle de four, hein, Mhm. plate, et on a bien sûr beurré légèrement cette tôle, et on a donc, on dépose à ce moment-là le craquelin ou les deux craquelins sur cette fameuse tôle de four, Mhm. éventuellement sur des platines en métal, des platines rondes. Euh, à défaut, mais ce n'est pas traditionnel, vous pourriez utiliser ce qu'on appelle un moule à manquer, donc c'est le moule à gâteau traditionnel. Prenez-le de préférence plus grand que le diamètre de votre pâte, parce qu'il ne faut pas que le craquelin doit être absolument, je dirais, rebondi sans avoir de partie droite, contrairement au cramique. Donc, il ne faut pas idéalement que le pâton, en se développant, pardon, soit limité sur sa verticalité le bord d'un ustensile. Oui. Donc, il faut avoir de préférence une tôle ou une platine à tarte, mais de grande dimension, de manière à ce qu'il n'y ait pas de contact entre le bord latéral du pâton et le bord du moule. Alors, D'accord. vous allez donc, bien sûr, laisser lever, comme tout à l'heure, hein, vous allez laisser lever le pâton, je dirais dans un endroit tiède, recouvert d'un essuie pour éviter qu'il ne se dessèche. Et Oui. quand il a été, je dirais, levé à son optimum, vous allez prendre un cutter, vous allez d'abord dorer l'entièreté de la surface, et puis avec un cutter, vous allez découper, sans l'enlever, une espèce de calotte à peu près aux trois quarts de la hauteur supérieure de votre boule, de votre brioche qui est levée. Ah Donc vous oui. allez faire une espèce de cicatrice, OK? D'accord. Mais vous n'allez pas enlever le chapeau, vous le laissez, hein. Donc vous allez avoir à ce moment-là une espèce de cicatrice qui va faire à peu près, je dirais, 1 centimètre je Oui. dirais d'épaisseur, hein, le fait que ça va un petit peu s'ouvrir, évidemment, hein. Oui, oui, oui. Ça fait comme un Et champignon. alors, oui, ben, comme un champignon, je ne sais même pas. Moi, je dirais plutôt que ça va plutôt ressembler à, je dirais, à un scalp, en fait, hein. C'est un peu comme si vous scalpiez Oui, oui, votre, oui, 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 oui. votre craquelin, mais sans enlever la peau qui est au-dessus, évidemment. Vous allez Absolument, simplement absolument. Oui, provoquer une oui. cicatrice. Et Oui. alors, dans cette cicatrice, vous allez remettre le fameux sucre que vous aviez gardé tout à Oui, l'heure en réserve. oui, Donc, le ouais. quart que vous n'avez pas mis, vous le mettez uniquement sur la cicatrice. Oui, OK? je vois ça. Je vois ça. Ouais. Voilà. De manière à ce que
Alors, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Alors, c'est une question de présentation d'une part, mais il y a aussi le fait que le fameux sucre en question, si vous le mettiez dans toute la pâte sans avoir cette espèce de feuille de protection autour, vous allez avoir du sucre qui va être en contact avec le bas de la platine, avec le fond de votre platine. Oui, Et au contact avec le four, ce sucre-là va brûler, et il va caraméliser. il va caraméliser. Or, Ouais. le but, ce n'est pas que le sucre caramélise, c'est que le sucre reste, je dirais, sous forme craquante, puisque le nom de craquelin désigne le fait que lorsqu'on mange une tranche de cette brioche-là, vous avez le sucre qui craque sous la dent. Et oui, et oui. Et on ne fait pas des gaufres de liège où justement, là, c'est le contraire. On recherche à ce que les particules de sucre soient en contact avec la partie chauffante du fer et que ça Oui, caramélise. Ici, ce n'est pas du tout le cas. oui. Mhm. Alors, une fois que vous avez mis donc ce sucre sur la cicatrice que vous avez formée, à ce moment-là, vous pouvez enfourner. Alors, ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'il y a des fours, hein, bon, ça existe maintenant de plus en plus dans les fours de type ménager, il y a des fours avec admission de vapeur. Il Oui, est évident qu'au moment où vous enfournez, vous pouvez faire une admission de vapeur, hein. Donc, vous oui, enfournez à 220 degrés, vous faites une admission de vapeur, vous laissez à cette température-là pendant 2-3 minutes et puis vous descendez à 180. oui, oui. Voilà. Oui, pour l'eau, Alors, même chose, on peut mettre un petit oui. récipient avec de l'eau et on met dans le four. Oui, mais alors il y a encore une autre possibilité, hein. Vous utilisez un vaporisateur avec lequel Ah parfois on peut oui, humidifier le linge avant leur passage, hein. oui, Et oui, oui, absolument. vous mettez comme ça deux, trois jets de, je dirais deux, trois giclées d'eau Oui, dans le four sur les parois. C'est encore oui. plus probant que de mettre un récipient avec de Oui, l'eau, oui, ce qu'on oui, peut parce qu'il faire bien faudrait beaucoup de entendu. température pour que ça Voilà, pour que l'eau se s'évapore. vaporise. Oui, oui, Tandis que si vous absolument. vaporisez directement quelques giclées d'eau sur les parois du four et que vous refermez immédiatement la porte du four, vous avez de la vapeur qui se trouve Oui, à l'intérieur. Alors, oui, autre oui. question. Est-ce qu'on a un meilleur résultat pour la cuisson du pain en général et d'autres produits de pâtisserie, bien entendu? Mais le pain, c'est quand même assez caractéristique. Dans un four au gaz ou dans un four électrique? Euh, je ne sais pas. Eh bien, je vais vous expliquer. Lorsque vous avez un four électrique, on a ce qu'on appelle une chaleur sèche, c'est-à-dire que vous Oui, avez des résistances qui chauffent, hein, et qui ont tendance à envoyer un air extrêmement sec sur les produits. C'est la oui, raison pour laquelle on a inventé justement des admissions d'eau, des admissions de vapeur pour un oui, petit peu contrecarrer cet air sec. oui. Pourquoi? Parce que la vapeur, lorsqu'elle se trouve, je dirais à 220 degrés ou 250 degrés ou 270 degrés, hein, au moment où on cuit le pain, lorsque l'eau se trouve sous forme de vapeur dans l'enceinte de votre four, elle humidifie quand même les produits Bien et elle sûr, leur permet de se développer mieux. D'accord? absolument. Par contre, quand vous avez un véritable four au gaz avec un foyer où le gaz brûle, hein, on va prendre le cas du méthane tout simplement, hein, Mhm, CH4, mhm. qu'est-ce que vous avez comme réaction? Vous avez le CH4 du méthane qui se combine avec l'oxygène de l'air et qui fabrique de la vapeur d'eau. Ah oui, c'est ça. Ah oui, Donc, vous avez à la fois du CO2 qui est produit et H2O de l'eau. C'est une oui, réaction chimique tout à fait traditionnelle. Donc, oui. le fait de brûler du gaz dans une enceinte de four fabrique de la vapeur d'eau. Et la vapeur d'eau qui est fabriquée va évidemment pallier le dessèchement des produits. Oui, C'est oui, pour la oui, raison oui. pour laquelle il est moins nécessaire de faire une admission d'eau dans un four au gaz à contact de chaleur directe Mhm, que dans un four électrique. Donc, c'est pour mhm. ça qu'un four au gaz dessèche nettement moins les produits qu'un four électrique traditionnel. Oui, 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 oui. Voilà D'accord. l'explication. Non, mais ça, c'est important que tu le dises. Bon, on Mais voit on n'y bien. pense pas toujours à ce genre de Non, non, on ne détails, pense hein. pas toujours. Mais je vois que dans mon four à pain, donc, qui est un four à chaleur tombante, évidemment, je mets de la vapeur d'eau Oui, bien sûr, bien pour sûr, cuire bien mon sûr, bien pain. sûr. Ouais. Hmm. Donc voilà. Donc là, vous avez réalisé, je dirais, des craquelins et des cramiques à partir d'une base de pâte qui est tout à fait identique. Alors, D'accord. petite astuce également, mais là, il faut un petit peu réfléchir à ce qu'on fait, hein. Oui, Avec une pâte d'1 kilo à la base, vous pouvez très bien réaliser à la fois et du cramique et du craquelin. oui, Il suffit tout simplement, avant d'avoir terminé, donc après un quart d'heure de pétrissage plutôt qu'après 20 minutes, vous séparez votre pâte en deux. Dans la première moitié, vous allez ajouter les raisins secs et vous allez avoir le cramique. Dans l'autre partie, vous allez ressoustraire de nouveau à peu près l'équivalent d'un quart de la moitié, donc à peu près un huitième, et vous incorporez les trois quarts de votre sucre dans cette partie-là.
vous gardez le petit pâton à part pour faire l'enveloppe du craquelin, dans Oui. lequel vous ne mettrez pas de sucre. Donc, vous pouvez très bien, à partir d'1 kilo de farine, réaliser à la fois et un craquelin et un cramique, simplement en jonglant un petit peu avec les, Oui, oui, avec les oui. produits et les marchandises, hein. Oui, oui, tout à fait. Tout à Alors, bien fait. entendu, au lieu de prévoir 200 grammes de raisin sec, vous n'en prévoyez que la moitié, 100, 125 grammes. Et au Oui. lieu de prévoir 200 grammes, je dirais, de sucre perlé, vous n'en prévoyez que 100, 125 grammes aussi. Vous Oui. divisez par deux, puisque vous Oui, n'utiliserez oui, oui, oui. que la Oui. moitié de la proportion pour faire Mhm. ou un cramique ou un craquelin. Très bien. Nous allons maintenant parler des cougnous, parce que les cougnous, c'est vraiment la brioche par excellence des fêtes de fin d'année. Ah Alors, oui. lorsque j'étais gosse, ce fameux cougnou, eh bien, on le trouvait uniquement le jour de Noël, hein. C'était le Oui. petit déjeuner du matin, le jour de Noël. Les parents allaient D'accord. chercher les cougnous, je dirais, chez le pâtissier, chez le boulanger, le jour même de Noël au matin. Et puis Oui. après, il y a eu une petite dérive, c'est que on les a trouvés quelques jours avant. On les a trouvés non plus le 25 décembre, on les a trouvés le 20 décembre. Et puis on les a trouvés le 15 décembre. Et puis après, on les a trouvés, on disait toujours, mais il faut que la Saint-Nicolas soit passée, hein. La Ouais. Saint-Nicolas est une fête extrêmement populaire en Belgique. Elle a Oui. lieu le 6 décembre. Elle est également populaire dans le nord de la France et en Lorraine, puisque Saint-Nicolas est le saint patron de la Lorraine, comme vous le savez sans doute, hein. Oui. Oui. Donc, le 6 décembre, c'est la Saint-Nicolas. Et on disait toujours, ah, mais on ne peut pas avoir de cougnou avant la Saint-Nicolas, hein, sinon les saints se chevauchent. Vous avez le Père Noël qui doit arriver après, qui arrive avant Saint-Nicolas. Ça ne marchait pas. Ça ne va pas du tout. Ça n'allait pas. Et puis maintenant, je peux vous assurer que j'ai trouvé des cougnous déjà à partir de fin octobre. Bon, et j'en ai acheté, je vais être honnête. Bon, je ne devrais pas parce que ici, je suis en train de prêcher contre le Ouais. respect des dates, mais ils étaient en vente et j'ai quand même voulu en acheter parce que j'ai fait une affaire. En fait, ils étaient en promotion. Donc, Ouais. j'en ai acheté dans une très bonne pâtisserie. Ils avaient fait une petite erreur pour vous expliquer un peu. Parce que c'est un produit qui se vend relativement cher parce qu'il y a de la main-d'œuvre, hein. Oui. Alors, je vous explique dans une très, très bonne pâtisserie où je me rends. Je vois, tiens, qu'ils ont vraiment une promotion. C'était 1 euro le petit cougnou individuel, alors que le prix normal, c'était 2,50 €. Ah oui, en Et effet. je dis, qu'est-ce qui se passe? Ah, ben, qu'elle me dit, la demoiselle qui vendait, elle me dit, ils ont fait une erreur, ils ont oublié de passer la dorure dessus. Donc, évidemment, ils les vendaient, je dirais, à vil prix, Oui. étant donné qu'il manquait de la dorure dessus, ce qui veut dire malheureusement que ce qui fait le désespoir des uns faisait le bonheur des autres. Et j'en ai acheté pour cette raison-là. Sinon, en principe, je n'en achète jamais Oui. avant la date, au moins la semaine concernée. Oui, 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 oui. Alors, en fait, le cougnou, alors je vais vous mettre tous les liens pour que nos auditeurs puissent aller se renseigner. Vous verrez, Oui. il y a toute une histoire du cougnou. Alors, le cougnou, c'est quelque chose qui est extrêmement populaire aussi bien, je dirais, en Wallonie qu'à Bruxelles, qu'en Flandre, mais également dans le nord de la France. Et on le trouve sous plusieurs orthographes. Il y a cougnou, il y a cougnol, carniol, enfin, vous verrez, il y a toute une Oui. série de possibilités. Et alors, on pense que c'est relativement ancien. Et en fait, la forme générale du cougnou ou de la cougnole est censée représenter l'enfant Jésus dans la crèche. Hmm. Donc, vous avez une espèce de tête et vous avez une espèce de boule qui fait les pieds, Hmm. hein. Les deux Hmm. boules sont différentes, aussi bien la tête que le pied. Et on fait remonter je dirais, euh, cette forme à toute une série de formes de pain et qu'on fait remonter même jusqu'au Moyen Âge. Et on retrouve ça apparemment dans le Languedoc. Vous verrez, l'article sur Wikipédia n'est D'accord. pas mal fait. Et on fait une D'accord. relation comme ça entre les pains anthropomorphiques, Ouais. je dirais, et ce qui en existe. Alors, bien sûr, à la base, c'était du pain. Et puis, par la suite, c'est devenu de la brioche, qui est quand même meilleure que le pain, surtout pour un jour de Noël. Alors, Oui, on peut pour les un... trouver décorés. Alors, on trouve également, pour décorer le cougnou, mais ce n'est pas une obligation, une représentation du nombril. Alors, sous forme de plusieurs choses, sous forme de ce qu'on appelle un patacon. Alors, vous verrez qu'il y a de nouveau toute une série de noms différents pour signifier ça. Ouais. Cela, c'est une espèce de petite plaquette en plâtre ou en argile, je dirais, de Oui. contact alimentaire autorisé, Ouais. qu'on mettait sur le dessus du cougnou avant la cuisson. Et on trouve également des petits Jésus en sucre qui sont en réalité donc des petits Jésus en sucre rose, qui sont en réalité des petits Jésus en fondant rose, qu'on met évidemment après cuisson, Je je vois ça. dirais, au milieu du cougnou pour le décorer. Mais ce Hmm. n'est pas comment dirais-je, ce n'est pas une règle automatique. On Oui. vend énormément de cougnous qui ne sont pas décorés. Alors, Oui.
Les cougnous, on les trouve sous 3 ou 4 formes, je vous explique. Oui. Soit avec des raisins tout seuls, soit avec du sucre perlé tout seul, Oui. soit avec des pépites de chocolat tout seul, c'est quand même beaucoup plus rare, mais ça existe, soit avec des raisins et du sucre perlé en même temps. Ça, c'est ce que les gourmets et les gourmands, je dirais, mangent le plus. Hein. Évidemment, on ne va pas mettre par kilo de farine 200 grammes de raisin plus 200 grammes de sucre perlé. Oui. On va plutôt mettre 100, 125 grammes de l'un, 100, 125 grammes de l'autre. On est bien d'accord. Hein. Oui. Donc, voilà un petit peu comment vous pouvez faire la chose. Alors, sur une des vidéos, vous allez voir un peu la manière de procéder pour les rouler, mais je dois quand même vous attirer votre attention sur la chose suivante. Oui. Si vous réalisez avant la cuisson des cougnous de la forme idéale au niveau du façonnage, après cuisson, vous aurez un résultat désastreux. Ah. Je m'explique. Ça, c'est extrêmement important. Vous verrez des dizaines de photos de cougnous sur Internet et vous en verrez même dans les vidéos que je vais vous montrer chez certains pâtissiers. Alors, quand les cougnous sont mal faits, vous avez les deux boules qui représentent la tête d'une part et les pieds d'autre part, qui ont tendance à rejoindre le restant du corps. Ça, c'est quand vous donnez au départ la forme idéale. Ce que vous devez faire, ça c'est extrêmement important, quand vous avez réalisé votre cylindre, hein, un peu comme quand vous faisiez votre céramique tout à l'heure. Vous devez séparer à peu près l'équivalent, moi je dirais, d'un 5e ou d'un 6e de pâte à gauche et d'un 5e ou d'un 6e de pâte à droite, que vous devez séparer du corps principal, non pas en l'arrachant, mais en l'étirant. Il doit rester attenant. Ah oui, c'est ça, il doit rester attenant. Il doit rester attenant. Et le pont entre je dirais, les deux boules latérales et la grosse boule centrale doit avoir approximativement le diamètre d'un doigt, ce qui paraît très peu et qui paraît tout à fait disproportionné. Mais c'est comme ça que ça doit aller. Si c'est plus important, au moment de la cuisson, il va y avoir une rétractation et un gonflement. Et ce qui était censé faire les chevilles et le cou, c'est-à-dire la séparation physique, je dirais, de la boule principale des deux parties latérales, va se combler. Et si ça se comble, ce ne sera pas beau. Oui, ça c'est plus un cougnou. C'est plus un cougnou. Donc, pour avoir les deux boules, je dirais, latérales bien distinctes, elles doivent être sous forme de boule d'une part, et elles doivent être, je dirais, attenantes avec uniquement, bien sûr, si vous faites un cougnou de 250 grammes, ou un cougnou d'1 kilo, forcément le diamètre, disons, du lien entre les deux va être un peu différent. Mais si vous retenez comme idée que ça doit avoir à peu près le diamètre d'un doigt, vous êtes, je dirais, dans le bon. Alors, il y a une manière de le mettre sur la tôle. De nouveau, je vais vous l'expliquer. Alors, vous avez façonné votre cougnou, vous le cuisez sur une tôle beurrée ou une tôle graissée. Ça ne se cuit pas dans un moule, bien qu'il existe des moules à cougnous, mais seulement je vois ça. C'est vraiment anecdotique. Ça, c'est pour la ménagère, le professionnel ne travaille pas comme ça. Il travaille donc avec des tôles beurrées. OK. Vous allez d'abord prendre votre cougnou avec précaution, de manière à ne pas évidemment arracher les deux têtes et que se détache. Et vous allez le poser donc sur la tôle avant la pousse définitive. On est bien d'accord? Oui. Et chacune des deux boules latérales, vous allez les étirer au maximum sans rompre le lien, et vous allez avec votre main, avec le plat de votre main, carrément les aplatir, les écraser sur la tôle. Ah oui. J'ai bien dit carrément les écraser, hein. Je ne dis pas simplement les poser. J'entends vraiment bien. Les écraser. Et le fait de les écraser va les faire adhérer, je dirais, à la tôle, à l'endroit où elle se trouve. Donc ça veut dire qu'au moment où vous allez voir le produit qui va pousser, il n'y aura pas de rétractation, les deux boules vont rester à l'endroit où vous les aurez positionnées. Ça, c'est la clé. Alors, ça a l'air d'être, on a l'air de malmener le bâton quand on fait ça. Hein. Quand un professeur de pâtisserie m'a montré ça il y a plus de 30 ans, je n'en revenais pas en me disant, ils m'ont dit, si, regardez, il faut vraiment les écraser, les deux boules latérales, de manière, elles vont regonfler après, il n'y a pas de problème, hein, de manière à ce qu'elles restent bien à l'endroit où vous les avez mises et qu'au moment de la pousse, il n'y ait pas cette fameuse rétractation, je dirais, qui fait qu'après, les deux boules rentrent en contact avec le corps et que vous n'avez plus rien. Et alors, si vous allez voir les photos sur Internet, vous verrez qu'il y a des cougnous qui sont parfaitement, je dirais, réalisés après cuisson
et qui ont les deux boules bien distinct. visibles, bien distinctes, et que vous en avez d'autres où ça forme finalement une espèce de fuseau, hein, un peu oblong, et vous n'avez plus de distinction entre les boules latérales et le corps du cugno. Voilà. Je vois ça. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc vous allez faire pousser votre cugno ou vos cugnous de nouveau dans un endroit, je dirais, tiède, etc. À l'abri avec un essuie pour pas que ça se dessèche. Et puis après ça, vous allez passer la dorure avec un pinceau le plus souple possible. Et puis vous enfournez avec une petite adjonction de vapeur, de nouveau 220 degrés à l'enfournement, et puis on diminue à 180 degrés. Plus la taille du cugno est important, moins la température, je dirais, doit être élevée. Sinon, évidemment, il va trop colorer à l'extérieur et le cœur ne sera pas cuit. Alors, on réalise souvent le gros standard des cugnous. Bon, vous avez vraiment les toutes petites brioches individuelles, maximum 100 grammes. La brioche standard, c'est 125 grammes. Je parle de 125 grammes après cuisson, hein, donc c'est toujours un petit peu plus élevé. Il faut compter une dizaine, 8-9% en plus au moment où on fait le portionnement. Alors, l'autre grand standard, c'est le 500 grammes, puis vous avez le 750 grammes. Les gros, c'est souvent 1 kg. Alors, anciennement, on réalisait des cugnous de 1,5 kg, 2 kg, voire plus. Alors, souvent, les boulangers, les pâtissiers en réalisaient 1 ou 2. Évidemment, il faut un four de taille suffisante pour les cuire, ce n'est pas le cas du four ménager. Hein. Ils en réalisaient, je dirais, 1 ou 2 qui mettaient dans leur vitrine en exposition, hein, et qui était un petit peu, je dirais, l'emblème de la maison. Hein, la grosse famille qui voulait vraiment se faire plaisir, elle achetait le gros cugno de 2 kilos ou de 3 kilos. Mais 2 kilos, c'est déjà énorme. Hein, je peux vous dire que ça vous donne déjà un produit de très, très grande dimension. Hein. Ça, c'est clair. Alors bon, quand on n'en a jamais fait, le mieux, c'est d'essayer avec des produits, je dirais, qui font à peu près 500 grammes après cuisson. C'est suffisant. Donc, à partir d'une recette d'un kilo de farine, donc 1 kilo de farine, ça va vous donner à peu près 2 kilos de pâte, à peu de choses près, hein, un peu plus de 2 kilos. Ben, vous divisez ça en 3 ou en 4 et vous avez quelque chose de correct. Très bien, formidable. Voilà de belles donc recettes. ça c'est pour, je dirais, les fêtes de fin d'année. Maintenant, je dois vous parler quand même ici d'une tradition. Alors c'est une tradition qui a lieu dans une ville particulière, qui est la ville d'Andenne. Alors la ville d'Andenne, ben, c'est une ville qui se trouve sur la Meuse, en aval de Namur. Je dirais, vous quittez Namur, vous avez d'abord Andenne, ensuite vous avez Huy, et puis vous avez Liège. Hein, et c'est donc la première grosse ville, 27 000 habitants, qui compte une dizaine de communes, parce que ce qui existe en Belgique n'existe pas en France, c'est-à-dire qu'il y a eu des fusions de communes. Donc, des communes, donc en 1970, il y a eu une loi qui a obligé les communes, enfin qui a prévu que les communes fusionnent entre elles pour toute une série de bonnes ou de moins bonnes raisons. Et souvent, les communes les plus importantes ont gardé le nom, hein, et toute une série de villages, je dirais, qui les jouxtaient, sont venus les intégrer, hein, et vous avez une entité communale beaucoup plus importante. Alors, la ville d'Andenne, c'est une commune, donc je dirais, de 27 000 habitants actuellement, et qui compte en tout 10 communes à la base. Alors, Andenne a ce site particulier, c'est que ça ressemble un tout petit peu à Nivelles, finalement. C'est une ville qui a été fondée par une sainte qui s'appelle Sainte-Bègue ou Sainte-Bège, B-E-2-G-E, et qui était la sœur de la fameuse Gertrude de Nivelles dont nous avons déjà parlé. Quand on a parlé de la boulette de Nivelles, qu'on a parlé de la tarte al jot. Hein. Alors, c'était sa sœur. Alors, c'était également une trisaïeule de Charlemagne et c'était la mère ou la grand-mère, mais il faudrait vérifier, je l'ai relu tout à l'heure, du fameux Charles Martel que vous avez connu en France, qui a arrêté les Arabes à Poitiers. Donc, c'était sa maman, je pense. D'accord. Alors, Sainte-Bègue a fondé d'abord un monastère et on pense, même s'il existait déjà un habitat antérieur, on pense que c'est elle qui a fondé non seulement le monastère, mais qui est à la base de la ville d'Andenne. Alors Sainte-Bègue, évidemment, comme toutes les saintes et tous les saints de cette époque, se rendaient en pèlerinage à Rome. Elle a rencontré le pape, et le pape lui a demandé de fonder donc un monastère, ce qu'elle a fait quand elle est revenue. Et sur son chemin, elle a même reçu, je dirais, un message divin, où elle a vu en songe à la fois une truie et 7 petits porcelets, et une poule et 7 poussins. Et alors, elle a conclu qu'en fonction des visions qu'elle avait eues, qu'elle devait fonder non seulement un monastère, mais également qu'il y ait 7 chapelles et 7 églises dans la ville. Donc, à l'origine de la fondation, il y avait 7 églises à Andenne, et il y a aussi eu autour de ces églises un chapitre de chanoinesses, dont elle fut la première supérieure, et puis des chanoinesses
ont duré le temps que l'Ancien Régime a duré en gros, c'est-à-dire jusqu'à la Révolution française, hein, lorsque les Français ont envahi nos régions et ont mis fin à tout ce système. Bon, ça c'est pour ce qui est donc de Saint-Bec et de la ville d'Andenne. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai parlé de Charles Martel? Eh bien, parce que Charles Martel est né là-bas donc à Andenne, et qu'on dit, c'est la légende qu'il raconte, mais il se pourrait que ce soit quand même vrai malgré tout, qu'il y avait un ours qui, à l'époque de Charles Martel, je dirais, terrifiait les habitants de la ville. Et Charles Martel, enfant, aurait tué l'ours, et c'est la raison pour laquelle l'ours est toujours un des symboles de la ville, même s'il n'apparaît pas directement des armoiries, mais on appelle, je dirais, il y a des clubs sportifs qui s'appellent les ours, les oursons, etc. en Andenne, et l'ours est un symbole de la ville, un peu comme à Berne en Suisse, la capitale de la Suisse, ben, les ours sont également symboles de la ville, parce que ben, il y a une histoire d'ours, je veux dire, qui remonte au Moyen-Âge, et c'est le cas pour Andenne. Alors, Andenne est connue pour une tradition qui a lieu pendant les vacances de Noël, et plus particulièrement le jour de Noël, et plus particulièrement, en fait, le jour du réveillon de Noël, ce sont les trairies. Alors, je vais vous expliquer, j'ai mis également des liens. Vous verrez de la vidéo. Certaines vidéos sont plus anciennes, il y en a qui datent de 2007, de 2008. Vous verrez comme ça l'ambiance dans la ville au moment des trairies. Je vais vous expliquer ce que c'est, évidemment. Les prairies. Les trairies, T-R-A-I, comme prairie, mais avec un T à la place du P, en fait. Hein. Alors, je vous explique ce que c'est tout de suite après. Et ça a trait, évidemment, au folklore de Noël. Donc, la télévision japonaise est venue filmer en 2017. Donc, vous verrez toutes ces vidéos-là sur une page spéciale que je vous ai préparée. D'accord. Alors, en quoi est-ce que ça consiste? Alors, les trairies, ce sont, disons, je dirais, des jeux socioculturels à tendance gastronomique et qui consistent à partir d'une joute avec un jeu de cartes à s'octroyer des kougnous, les fameux kougnous dont on vient de parler. Oui. Alors, la tradition remonte à peu près à il y a 200 ans, hein, mais on pense qu'elle serait plus ancienne et qu'elle aurait existé sous d'autres formes dans le passé. Alors, comment est-ce que ça se passe? Vous avez à l'origine 5 kougnous, du plus grand au plus petit. Alors, le plus petit il pèse 125 grammes et le plus grand faisait 1 kilo, voire plus. OK? Vous avez dans toutes les pâtisseries et dans toutes les bonnes boulangeries d'Andenne l'organisation de ces fameuses trairies qui viennent vraiment de reprendre du poil de la bête après être resté pendant quelques décennies un petit peu plus confidentielles, au point qu'on en organise à peu près 300, hein, et qu'on va écouler à peu près l'équivalent d'une tonne, voire plus de kougnous. Okay. Donc les gens se réunissent en principe après la messe de minuit, mais évidemment, maintenant, plus beaucoup de monde ne va à la messe de minuit, donc les gens se réunissent un peu plus tôt, déjà dans l'après-midi du 24 décembre, dans les pâtisseries, ils achètent des bons de participation que vend le pâtissier, il y a une petite table, les participants se réunissent autour, on prend un jeu de 52 cartes, vous avez quelqu'un qui va les mêler, vous avez son voisin qui va les couper, et l'autre voisin qui va les distribuer. Okay. Et puis on va retourner une carte qui est l'atout, qui est donc la couleur maîtresse. Une fois que la carte qui a la couleur maîtresse est retournée, imaginons que ce soit le 9 de trèfle, hein, on sait donc que c'est le trèfle qui est la couleur qui est atout. Chacun des participants, et il y en a 5 qui a reçu une carte, va également retourner sa carte sur la table, et c'est celui qui aura la carte la plus importante dans la couleur retournée qui va emporter le premier lot, c'est-à-dire le premier grand cougnou. Et puis on ramasse les cartes, on les rebat, on les remêle, on les recoupe, on les redistribue, et de nouveau, on retourne la carte à tout, imaginons que ce soit le cœur maintenant, celui qui va gagner le lot suivant, c'est celui qui a la carte la plus importante en cœur. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Alors, le dernier qui reçoit le tout petit cougnou de 125 grammes, qu'on appelle la trouille, hein, celui-là, ben, il a le lot de consolation. Et alors, évidemment, c'est extrêmement animé parce que vous avez les enfants qui participent, qui sont là, hein, qui font leurs commentaires. Vous avez les gens qui se moquent de celui qui a le lot de consolation. Hein, et ça donne comme ça toute une ambiance qui est très particulière à la ville en question. Alors maintenant, pour des raisons, je dirais un petit peu, pas dire financières, mais un petit peu plus de prestige, le tout gros cougnou, le premier, a été remplacé par une bûche de Noël. Alors, ça peut être une bûche de 2 personnes, de 4 personnes. Bon, c'est rarement une bûche, je dirais, de 12 personnes. Pourquoi? Parce que c'est une question de prix, évidemment. Hein. C'est que la bûche a un prix beaucoup plus important que le cougnou, et qu'évidemment, on ne va pas remplacer un cougnou d'1 kilo par une bûche qui vaudrait 4 ou 5 fois le prix.
Donc, Oui. évidemment, Ouais. on fait une plus petite bûche, mais et vous avez comme ça, comme c'est le fruit du hasard, vous avez évidemment certains qui raflent quasiment à chaque fois le lot, hein, qui ont non seulement la bûche, qui ont le deuxième lot, le troisième lot, et puis finalement, il y en a qui n'ont rien du tout, ou bien qui n'ont que le petit cougnou de 125 grammes. Alors c'est quelque chose qui pourrait être, je dirais, qui pourrait être remis au goût du jour ailleurs, hein, parce qu'on peut Oui, très bien jouer autre chose que des cougnous, hein. absolument. Il y a également un autre jeu qui va un petit peu plus lentement, mais qui suit un petit peu le même principe, qui s'appelle le couillon. Alors, le couillon, c'est un jeu qui est vraiment typiquement wallon. Je vous en donne les grandes Oui, règles, parce que c'est vraiment très, très populaire. Il y a des soirées qui sont organisées, des soirées de couillon, hein. C'est un jeu qui se joue non pas avec toutes les cartes, avec les 52 cartes, mais on a retiré, je dirais, les petites cartes. Alors, qu'est-ce qu'on garde? On va garder l'as, bien entendu. On va garder le roi, la dame, le valet, le 9 et le 10, hein. d'accord. Ouais. Et les cartes sont forcément de puissance dégressive. La plus importante, c'est l'As, et la moins importante, c'est le 9. On Oui, garde les quatre couleurs, on va les mêler, on va les couper, on va les distribuer. Alors, en règle générale, c'est un jeu qui se joue à 4, mais on peut le jouer à 2, évidemment, hein. ouais, On peut également le jouer dans un nombre impair, par exemple à 3, mais en règle générale, c'est un nombre pair. Et quand on fait le jeu à 4, on fait souvent des équipes de 2, hein. C'est 2 ouais. contre 2, et on travaille en parallèle de chaque côté de la table, donc son associé est en vis-à-vis sur la table. Bon, Mhm. on retourne également une carte, alors on les distribue. Alors, comment est-ce qu'on en distribue? Ben, ça dépend, 4 ou 6. Il est évident que si on en distribue 6, comme il y a un nombre de cartes déterminé, on peut éventuellement on peut vraiment retourner la carte à tout dans le restant du paquet qu'on n'a pas utilisé, hein. Oui, Donc, on a retourné, imaginons, le trèfle, une carte en trèfle comme atout, et c'est cette carte-là qui est la plus importante dans le jeu. Alors, vous allez avoir quelqu'un qui va dire, ben, qu'il y a un beau jeu, hein. Il va dire, bon, ben, moi, j'ai l'as de trèfle, j'ai la dame de trèfle, et puis j'ai, par exemple, le valet de trèfle. Alors, il va jouer le premier, il va dire atout, hein, et il va mettre une carte dans la couleur en question sur la table, et tous les autres joueurs sont obligés de suivre. Donc, si quelqu'un a une carte de la même, je dirais, de la même famille, il est obligé de la mettre. Alors, de là, l'intérêt, évidemment, stratégie, c'est de savoir, est-ce que je mets d'abord mon as ou mon roi, ou est-ce que je mets une petite carte pour faire tomber les autres? Il est évident que celui qui empoche le pli, c'est celui qui a la carte la plus importante dans la couleur considérée. On est d'accord, hein? Donc, imaginons ce soit le trèfle qui soit retourné comme carte à tout. Si je mets mon as, je suis sûr que les autres vont mettre leur carte dans la même couleur, mais ils vont essayer de ne pas se déforcer. Ils vont mettre chacun la plus petite qu'ils ont, évidemment, hein. bien sûr. Alors, on rafle évidemment quand on a la carte la plus importante dans la couleur considérée. Quand on n'a plus d'atout, on met les autres cartes et elles ont la même puissance, c'est-à-dire que c'est forcément le roi qui est plus important que la dame ou que le valet, hein, imaginons en cœur ou en carreau. Et puis après, on compte les points. On attribue évidemment plus de points à l'as, au roi, à la dame et au valet qu'au 9 et au 10, qui normalement ne valent pas de points, hein. Et puis, on compte en fonction, je dirais, des cartes qu'on a amassées, on compte le nombre de points qu'on a, et de nouveau, à gagner la partie, la personne ou l'équipe qui a le plus de points. Là, ça Mhm. prend un tout petit peu plus de temps, mais je dirais que ça permet de passer une soirée beaucoup plus longue, hein, à se divertir, et ainsi les lots ne partent pas aussi rapidement, hein. Si on organise ça en famille, hein, et qu'on a, je dirais, 4 ou 5 produits, je dirais, dégressifs à devoir jouer, à devoir miser, le fait de gagner après, je dirais, une partie de cartes qui va durer 10 minutes, un quart d'heure, plutôt qu'après 30 secondes ou une minute, c'est évidemment un petit peu plus intéressant. Oui, absolument. Alors, Et vous aurez tous les liens pour aller voir tout ça. Je vous ai mis à la fois un lien sur le Kramnik, sur la ville d'Andenne, sur les Trairies. Vous allez pouvoir, je dirais, aller voir ça de visu, hein, sur Internet, et vous verrez le lien pour les Trairies. Je vous ai mis la page générale avec les vidéos, comme ça vous allez avoir 10, 15, 20 vidéos. Vous pourrez un petit peu aller vous là, là, délecter. formidable. Ça, c'est gentil pour nos auditeurs qui vont retrouver les recettes. Donc, Kramik craquelin, un peu la même pâte de Oui. départ et les cougnous ensuite. Alors maintenant, je vous dis encore une fois, vous verrez des dizaines de recettes de Kramnik et de craquelin. Ouais. Utilisez de préférence celle que je viens de vous donner parce qu'elle vous permet de faire toutes les variantes et qu'elle est relativement souple. Vous pouvez augmenter le beurre, augmenter les œufs, mettre moins d'œufs, mettre moins de sucre, mettre plus de sucre. Enfin, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Oui. Et alors, j'ai encore une question avant qu'on se sépare, Guy. Les cramiques, les craquelins, les cougnous, est-ce que
est-ce que dans cette cuisine-là, on les intègre dans un repas, par exemple en entrée, ou bon, j'ai bien Alors, mais compris, justement, et ça j'en reparlerai donc dans une fois notre prochain prochaine. épisode, le krahmik, il est utilisé, ça, on a perdu un petit peu la mode parce que ça a été un petit peu, je dirais, trop commun, trop utilisé, mais de le faire griller pour faire des toasts pour accompagner le foie gras. Oui, Le oui, krahmik, hein. Alors d'accord. attention, le krahmik uniquement avec des raisins, pas du krahmik dans lequel on mettrait du sucre, hein. En principe, dans le Oui, krahmik, il n'y a pas de sucre. Enfin, pas de oui, sucre, pas de pépites de sucre, hein. Il n'y a pas oui, 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 de oui. sucre perlé. Il n'y a pas de Mais par sucre contre, perlé. cette brioche au raisin accompagne merveilleusement je dirais une fois qu'elle a été grillée, qu'elle a été toastée, Le foie accompagne gras. évidemment Oui, merveilleusement le foie gras. Et ça, j'en oui. reparlerai lors du prochain épisode, parce qu'on D'accord. va parler à la fois de foie gras, de spéculoos et de cuberdon. Hein, vous allez voir ce qu'on peut faire avec tout ça pour faire une entrée assez sympathique. Les produits sont peut-être un tout petit peu difficiles à trouver en France, mais de nouveau, si on met l'épisode suffisamment tôt sur le net, Oui, il y a moyen de commander ces produits-là par Internet. absolument. Alors, je viens de comprendre ce qu'est le sucre perlé. Ah oui, Évidemment, on a ça chez nous. oui, je pense, ça c'est quand même Oui, pas. oui, oui, absolument, Je ne sais pas absolument. comment vous appelez ce sucre-là, ben enfin bon. Ben, je sais pas, mais oui, oui, j'ai vu, pendant que tu expliquais, j'ai regardé sur Internet, je dis, bah oui, oui, ça. Donc, chers amis auditeurs, vous avez bien compris que l'histoire, évidemment, continue et Guy va nous expliquer les fois prochaines comment est-ce on mange ces petites merveilles. Comment on Et peut intégrer en tout cas le krabnik avec une entrée à base de foie gras, tout simplement. voilà. Et on parlera d'autres plats, Guy, La d'autres. fois prochaine, on ne parlera que du foie gras, mais par Oui, contre, il y aura d'autres épisodes où nous parlerons de l'entrée et du plat principal, bien entendu. d'accord. Donc, la prochaine fois, le foie gras. Le foie gras en entrée froide. Waouh, formidable, formidable. Le problème est là, c'est que maintenant j'ai faim, je salive, tu vois. Ben, c'est une bonne idée, hein, ça. Ah oui, oui. Guy, je te remercie infiniment. Mais c'est moi qui te remercie, Claude. Tu me Oh non, permets de continuer à pouvoir faire profiter des auditeurs de toute une série de petites choses intéressantes oui, oui, que tu as éprouvé dans ta carrière et que et j'ai éprouvé avec l'autre site qui est donc par les cuisines, bien entendu. avec parlercuisine.com. Euh, merci vraiment beaucoup. Et puis tu sais tellement de choses par rapport à la technique, mais par rapport aussi à la chimie, parce que la cuisine, c'est quand même un petit peu de C'est la de la chimie, chimie, bien entendu, bien des entendu. mélanges. Alors, entendons-nous de ce qu'est chimie, hein, ce ne sont pas des Ah, mais la produits chimie, chimiques. ce n'est pas forcément des produits chimiques, effectivement. Ce sont Absolument. toutes les réactions qu'il y a entre les atomes et qui expliquent la manière dont un produit évolue lors de sa transformation, hein. C'est vrai, à partir du moment où on met un sachet de thé dans de l'eau chaude, il se passe des C'est de choses. la chimie déjà, hein, On bien est sûr. déjà dans la chimie et dans le moléculaire, hein. Et dans le moléculaire. Mais le moléculaire, ce n'est jamais que l'utilisation de la chimie, je dirais de manière optimale et de manière la plus poussée qui soit, hein. Oui, Ça, c'est la absolument. cuisine moléculaire, hein. C'est la gélification, l'estérification, toutes ces choses-là. Ben, c'est de la chimie, évidemment, hein. Et quand on a compris, moi, je ne suis pas trop pour la cuisine moléculaire dans le sens, non pas que je ne l'aime pas, mais ça ne fait pas partie de ma formation à la base, hein. On n'en Oui, parlait pas à l'époque. oui, Mais c'est vrai que la cuisine moléculaire, bon, a révélé toute une série de choses merveilleuses. oui, Elle est négative quand certains n'ont voulu faire que de la cuisine moléculaire, de oui, l'entrée au dessert et d'en mettre, je dirais, jusqu'à plus soif dans chacun oui, des plats. Et il oui, n'y avait plus que de la cuisine moléculaire dans tous les plats. oui, Or, je pense, prenons l'exemple simplement d'un dessert, lorsque vous avez un dessert composé hein, de plusieurs éléments et que vous avez un élément, voire deux, qui relèvent de la cuisine moléculaire, c'est très bien. Vous avez une sphérification avec un jus de fruits, un jus de fruits de la passion ou autre chose, c'est génial. Vous avez une petite espuma, c'est génial. Mais oui. si maintenant tout le reste, c'est de la même chose, c'est de la cuisine moléculaire, ça C'est lasse la, vite. Ça oui, lasse j'allais dire vite. c'est Hein, lassant, tu as ça raison, oui. lasse. Hein, Oui, on aime bien, par exemple, avoir l'association des deux, avoir une oui, portion de gâteau hein, de style, par exemple, un forêt noir oui, traditionnel, oui, et puis mettre à côté une espèce de, je dirais, de boule gélifiée, de jus de cerise. Ça, on est oui, d'accord. oui, Mais oui, n'avoir que le gâteau dans son entier qui soit sous forme de cuisine moléculaire, vous savez, une espuma de sardines à je ne sais pas quoi, qu'une barbe à papa de parmesan, et bon, ok, oui, une fois je veux bien, hein, je veux dire,
c'est bien, on teste, on goûte, on essaye. Ouais. Mais je crois qu'on aime encore bien après un gratin dauphinois et un cassoulet, quoi. Oui, absolument, absolument. Merci infiniment, Guy. J'ai vraiment hâte que l'on se retrouve avec l'épisode foie gras. C'est vraiment très gentil, toutes les informations que tu nous as données, je rappelle, sur les cramiques, les craquelins, le cougnou. C'est formidable. Et un des épisodes après, on va voir comment on mange tout ça. Et on va parler du foie gras. Merci infiniment, Guy. À très bientôt. C'était l'histoire d'un petit pâtissier dont l'amour se perd ainsi qu'un éclair. Je lui ai offert un Saint-Honoré, j'en suis tout baba car il s'en moqua. J'ai tant de peine que je pleure comme une madeleine, car je l'aime comme un chou à la crème. Si mon amour va toujours croissant, je finirai mes jours